Bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouvelle aventure de notre duo Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. Poirot, dis-je, un changement d'air vous ferait du bien. Vous croyez, mon ami? J'en suis sûr. Tiens, vous avez donc déjà tiré vos plans. Viendrez-vous? Où avez-vous l'intention de m'emmener? À Brighton. Un de mes amis cambistes vient de me faire réaliser une assez fructueuse opération et j'ai de l'argent à jeter par les fenêtres, comme on dit. Je pense qu'un week-end au Métropole nous ferait le plus grand bien du monde. Merci, j'accepte avec reconnaissance. C'est faire preuve de bon cœur que de penser à un vieil ami comme moi. Et après tout, un cœur généreux vaut bien tout un tas de petites cellules grises. Si, moi-même qui vous parle, je serais parfois enclin à l'oublier. Je ne goûtais guère cette remarque. Poirot a tendance à sous-estimer mes facultés mentales, mais son plaisir était si manifeste que j'ai dissimulé mon léger agacement. Et c'est ainsi que le samedi soir, nous vîmes souper au Métropole au sein d'une joyeuse affluence. Tout le monde et sa femme semblaient avoir envahi Brighton. Les robes étaient sublimes et les bijoux, souvent portés avec plus de propension à l'esbrouffe que de bon goût, avaient de quoi couper le souffle. « Quel spectacle !» murmura Poirot. « Ne croirait-on pas au paradis des nouveaux riches, mon bon Hastings ?»« C'est censé l'être, répliquai-je. La vue de tant de joyaux m'incitait presque à regretter de n'avoir point consacré mon cerveau au crime plutôt qu'à sa détection. Quelle occasion pour un voleur chevronné! Voyez un peu Hastings, cette énorme matrone là-bas, près de la colonne. Son décolleté est aussi pavé de pierreries que certains enfers le sont, paraît-il, de bonnes intentions. Je suivis son regard. « Mais c'est Madame Opelsen, m'exclamai-je. Vous la connaissez? Vaguement, son mari est un boursicoteur qui a fait fortune lors des derniers booms pétroliers. Après souper, nous croisâmes les Opelsen dans le hall et je leur présentai Poirot. Nous bavardâmes et décidâmes bientôt de prendre le café ensemble. Poirot prononça quelques remarques élogieuses à propos des pierres, les plus coûteuses éparpillées sur la poitrine généreuse de la dame, qui s'épanouit aussitôt. C'est mon vice, monsieur Poirot. J'idolâtre les bijoux. Ed connaît mes faiblesses, et chaque fois que la bourse monte, il m'offre une nouvelle parure. Vous intéressez-vous aux pierres précieuses? J'ai eu beaucoup à faire à elles au cours de ma carrière, madame, et mes enquêtes m'ont amené à contempler quelques-uns des plus beaux bijoux du monde. Il se mit alors à narrer, usant de pseudonymes, les mésaventures des bijoux historiques d'une famille royale, et madame Opelsen l'écouta haletante. « On jurerait un roman !» s'exclama-t-elle à la fin. « Vous savez, je possède des perles qui, elles aussi, ont une histoire. Mon collier est probablement le plus beau du monde, tant les perles en sont merveilleusement assorties, et d'un orient parfait. Il faut absolument que je monte vous le chercher. Je brûle de vous montrer un tel trésor. » L'imposante personne tangua et roula vers l'ascenseur tel un galion, par vent debout. Son mari, qui m'avait parlé jusque-là, lança à Poirot un regard interrogateur. « Madame, votre épouse tient à me faire admirer son collier de perles, » expliqua ce dernier. « Ah, ces perles !» s'exclama M. Opelsen, avec un sourire satisfait. « C'est vrai qu'elles valent la peine d'être vues. Il faut dire qu'elles n'étaient pas données, mais je n'ai pas fait là un mauvais placement. Je pourrais à tout moment récupérer ma mise, sinon plus. Pas impossible d'ailleurs que je sois amené à m'y résoudre un de ces jours, si le marasme persiste. Tous les indices sont à la baisse, et ces absurdes impôts sur les plus-values ne vont pas arranger la situation. » Continuant à discourir, il se lança dans des considérations techniques où je ne tardai pas à perdre pied. Son flot d'éloquence fut interrompu par un groom qui vint lui chuchoter quelques mots à l'oreille. « Quoi? Je monte tout de suite. Elle n'a pas eu un malaise au moins. Veuillez m'excuser, messieurs. » Il nous quitta brusquement. Poirot se carra dans son fauteuil et alluma une de ses minuscules cigarettes.
Puis avec un soin maniaque, il rangea les tasses à café vides en un alignement impeccable et leur sourit d'un air béat. 10 minutes s'écoulèrent. Les Opelsen ne nous avaient toujours pas rejoints. C'est bizarre, remarquai-je au bout d'un moment. Je me demande s'ils vont redescendre. Poirot s'abîma dans la contemplation de la spirale de fumée qui s'élevait de sa cigarette et déclara: « Ils ne redescendront pas. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que, mon ami, il se passe des choses. »« Quel genre de choses ? D'abord, comment le savez-vous ?» m'étonnai-je. Il y a quelques instants, le directeur est sorti en trombe de son bureau pour se précipiter dans l'escalier. Il semblait fort agité. Secondo, le liftier est en grande conversation avec un des grooms. La sonnerie d'appel a retenti 3 fois, mais il s'en soucie comme d'une guinée. Tertio, même les garçons sont distraits. Et pour qu'un garçon soit distrait, l'affaire doit être vraiment de première grandeur. Ah, c'est bien ce que je pensais. Voici la police. 2 hommes venaient d'entrer dans le hall, l'un en uniforme, l'autre en civil. Ils s'adressèrent à un groom qui les pilota immédiatement vers l'escalier. Quelques instants plus tard, le même groom redescendit et vint vers nous. « Monsieur Opelsen vous fait demander si vous voudriez bien monter, messieurs. » Poirot bondit sur ses pieds. On eût dit qu'il attendait l'invitation. Je lui emboîtai le pas avec un égal empressement. Les appartements des Opelsen étaient situés au premier étage. Après avoir frappé, le groom s'éclipsa et nous obéîmes à l'injonction d'entrer. Un étrange tableau s'offrit alors à nos regards. Nous nous trouvions dans la chambre à coucher de madame Opelsen, au beau milieu de laquelle, effondrée dans un fauteuil, la brave femme pleurait à gros sanglots. Ses larmes ravinant la couche de maquillage, dont son visage était littéralement enduit, présentaient un spectacle saisissant. M. Opelsen marchait de long en large, d'un air furibond. Les policiers se tenaient au milieu de la pièce, l'un d'eux incarné à la main. Une femme de chambre de l'hôtel, qui avait l'air morte de peur, se tenait près de la cheminée. Et l'autre bout de la pièce, une Française se tenait, manifestement la bonne de madame Opelsen, se tordait les mains dans une manifestation de désespoir qui rivalisait avec celui de sa maîtresse. Poirot, impeccable et souriant, n'eût pas plutôt pris pied dans ce pandémonium que madame Opelsen, bondissant de son fauteuil avec une vigueur étonnante chez une personne de sa corpulence, se précipita vers lui. « Enfin, vous voici. Ed peut dire ce qu'il veut, mais moi, je crois à la chance. Il était écrit que j'allais vous rencontrer ce soir, et je suis persuadé que si vous ne parvenez pas à me retrouver mes perles, personne n'y parviendra jamais. »« Calmez-vous, je vous en supplie, madame, » lui dit Poirot en lui tapotant la main. « Et rassurez-vous, tout ira bien. Hercule Poirot va vous venir en aide. » M. Opelsen se tourna vers l'inspecteur. « Vous ne voyez pas d'objection à ce que je fasse appel à M. Poirot, j'imagine. »« Pas la moindre, monsieur, » répondit ce dernier avec la plus grande courtoisie, mais aussi la plus parfaite indifférence. « D'ailleurs, maintenant que votre épouse se sent mieux, peut-être consentira-t-elle à nous exposer les faits. » Madame Opelsen jeta à Poirot un regard de noyé. Il la reconduisit à son fauteuil. « Asseyez-vous, madame, et racontez-nous toute l'histoire avec le maximum de sang-froid. » Ainsi adjurée, madame Opelsen ravala ses larmes. Je suis monté après souper chercher mes perles pour vous les montrer. La femme de chambre et Célestine étaient toutes les deux ici comme d'habitude et... Pardonnez-moi, madame, mais qu'entendez-vous par « comme d'habitude » ? J'ai fixé pour règle, expliqua M. Opelsen, que personne ne peut pénétrer dans cette pièce sans que Célestine, notre bonne, n'y soit aussi. La femme de l'hôtel de chambre fait le ménage le matin en présence de Célestine et revient rouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas les pieds ici. Comme je le disais, poursuivit madame Opelsen, je suis monté, j'ai ouvert ce tiroir, elle désigna le tiroir de droite de sa coiffeuse, j'en ai sorti mon coffret à bijoux et j'ai mis la clé dans la serrure. Tout semblait normal, mais les perles n'étaient pas là. Quand les aviez-vous vues pour la dernière fois, s'enquit l'inspecteur qui n'avait cessé de prendre des notes.
Elles étaient là quand je suis descendu dîner. En êtes-vous sûr? Certaine. J'hésitais pour savoir si j'allais les porter ou non. Et en fin de compte, j'ai opté pour les émeraudes et je les ai mises dans le coffret à bijoux. Qui a fermé le coffret à bijoux? Moi. J'en porte la clé à une chaîne autour de mon cou. Elle la tendit à l'inspecteur qui l'examina et haussa les épaules. Le voleur devait en posséder un double, ce n'est pas difficile. La serrure est d'un modèle très simple. Qu'avez-vous fait après avoir fermé le coffret? Je l'ai remis dans le tiroir de ma coiffeuse, le tiroir de droite, où je le range toujours. Vous n'avez pas fermé le tiroir à clé? Non, je ne le fais jamais, ma bonne ne quitte pas la chambre jusqu'à mon retour. C'est donc inutile. L'inspecteur blêmit. Dois-je comprendre que les bijoux étaient là quand vous êtes descendu dîner et que depuis lors, votre bonne n'a pas quitté la chambre? Brusquement, comme si l'horreur de sa situation lui apparaissait soudain, Célestine poussa un cri, perçant, et se précipitant sur Poirot, déversa un torrent de phrases incohérentes, et en français. Qu'on pût la soupçonner, elle, d'avoir volé madame, l'hypothèse était ignominieuse. Certes, la police britannique était connue pour son incommensurable stupidité, mais monsieur, qui était français... Belge, corrigea Poirot, mais Célestine ne tint aucun compte de l'interruption. Monsieur ne resterait pas là à la laisser injustement accusée alors que cette abominable femme de chambre s'en tirerait indemne. Elle ne l'avait jamais aimée, cette espèce d'effrontée, une voleuse née. Elle l'avait dit et répété depuis le début que ce n'était pas une fille honnête, et elle ne l'avait jamais quittée de l'œil quand elle venait faire la chambre de madame. Que ces imbéciles de policiers la fouillent, et tout le monde serait bien surpris s'ils ne trouvaient pas sur elle les bijoux de madame. Bien que cette harangue fût débitée dans un français aussi rapide que virulent, Célestine l'avait ponctuée d'une telle profusion de gestes dépourvus d'équivoque que la femme de chambre saisit une bonne part de sa signification. Elle devint rouge de fureur. Si cette sale étrangère raconte que j'ai pris les perles, c'est une menteuse, s'emporta-t-elle. Je ne les ai jamais vues. Fouillez-la, hurla l'autre. Vous verrez bien que j'ai raison. Vous êtes une menteuse, vous m'entendez? Vociféra la femme de chambre en se précipitant vers son ennemi. Vous les avez volées vous-même, et vous voulez qu'on m'accuse à votre place. Bon sang, je n'ai guère passé plus de 3 minutes dans cette chambre avant que madame ne remonte, et vous n'avez pas bougé d'ici pendant ces 3 minutes, comme le chat qui guette la souris. L'inspecteur se tourna vers Célestine. Est-ce exact? Vous n'avez pas quitté la chambre? Je ne l'ai effectivement pas laissée seule, admit Célestine à contre-cœur. Mais je suis allée 2 fois dans ma propre chambre en passant par cette porte-là. Une fois pour chercher une bobine de coton, l'autre mes ciseaux. C'est pendant ce temps-là qu'elle a dû faire le coup. Vous ne vous êtes pas absentée 1 minute, protesta la femme de chambre. Vous n'avez fait qu'entrer et sortir. Je serais bien contente que la police me fouille, je n'ai rien à cacher, moi. Un coup venait d'être frappé à la porte. L'inspecteur alla ouvrir et son visage s'éclaira. Ah, voilà qui tombe bien. J'avais demandé qu'on nous envoie l'une de nos auxiliaires, et c'est justement elle qui arrive. Puisque vous n'y voyez pas d'inconvénient, peut-être pourriez-vous passer tout de suite avec elle dans la chambre voisine. Il s'était adressé à la femme de chambre qui franchit le seuil avec un mouvement dédaigneux de la tête, suivi de près par l'auxiliaire de la police. La Française, secouée de sanglots, s'était effondrée dans un fauteuil. Poirot, quant à lui, examinait la chambre attentivement. « Où mène cette porte ?» demanda-t-il en indiquant celle qui se trouvait à gauche de la fenêtre. « À l'appartement voisin, sans doute, » répondit l'inspecteur. « Quoi qu'il en soit, de ce côté-ci, le verrou est mis. » Poirot essaya en vain de pousser le bâton, et tira le verrou et renouvela sa tentative toujours en vain. De l'autre côté aussi, remarqua-t-il. Voilà qui règle la question. Il passa en revue les fenêtres. Rien non plus ici. Pas même un balcon. Y en aurait-il un, s'énerva l'inspecteur. Je ne vois pas en quoi cela nous aiderait, puisque la bonne ne quittait jamais la chambre. Évidemment, admit Poirot sans se laisser démonter. Comme mademoiselle affirme qu'elle n'a pas... Il fut interrompu par le retour de la femme de chambre et de l'auxiliaire,
Rien, déclara laconiquement cette dernière. J'espère bien, dit vertueusement la femme de chambre. Cette diablesse de Française devrait avoir honte de vouloir ternir la réputation d'une honnête fille. Voyons, voyons, mon petit. C'est fini, lui dit l'inspecteur en ouvrant la porte. Personne ne vous soupçonne. Vous pouvez retourner à votre travail. La femme de chambre sortit de mauvaise grâce. Et elle, vous n'allez pas la fouiller, lança-t-elle en désignant Célestine d'un menton vengeur. Bien sûr que si, dit-il en repoussant la porte qu'il ferma à clé. Célestine accompagna à son tour l'auxiliaire dans la petite chambre voisine. Elle revint quelques instants plus tard. On n'avait rien trouvé sur elle. Le visage de l'inspecteur s'assombrit. « Je suis quand même obligé de vous demander de me suivre, mademoiselle. » Il se tourna vers madame Oppelsen. « La vraie madame. Mais tout la désigne. Si elle n'a pas le collier sur elle, c'est qu'il est caché quelque part dans cette chambre. » Célestine poussa un cri déchirant et s'accrocha au bras de Poirot. Ce dernier lui glissa quelques mots à l'oreille. Elle le regarda d'un air dubitatif. « Si, mon enfant, je vous assure qu'il vaut mieux ne pas résister. » Il s'adressa à l'inspecteur. « Me permettez-vous une expérience, cher monsieur, pour mon édification personnelle ?»« Cela dépend de quoi il s'agit, » répondit prudemment l'inspecteur. Poirot revint à Célestine. « Vous nous avez dit être allé chercher une bobine de coton dans votre chambre. Où est-elle maintenant ?»« Sur la commode, monsieur. Et vos ciseaux ? Eux aussi. Cela ne vous ennuierait-il pas, mademoiselle, de répéter ces deux actions ? Vous étiez installée ici, avec votre ouvrage, dites-vous. » Célestine s'assit, puis, sur un signe de Poirot, se leva, passa dans la chambre contiguë, prit un objet sur la commode et revint. Poirot partagea son attention entre les mouvements de la bonne et le cadran bombé d'un gros oignon qu'il tenait au creux de sa paume. « Recommencez, je vous prie, mademoiselle. » À l'issue de la seconde exécution, il prit quelques notes et remit sa montre dans son gousset. « Merci, mademoiselle, et merci à vous aussi, cher monsieur, pour votre courtoisie, dit-il avec une courbette à l'adresse de l'inspecteur. Ce dernier semblait se divertir fort de ce déploiement de politesse. Quant à Célestine, elle s'éloigna dans un flot de larmes, escortée par l'auxiliaire et le policier en civil. Après de brèves excuses à l'adresse de madame Oppelsen, l'inspecteur entreprit alors la mise à sac de la chambre. Il ouvrit les tiroirs, vida la penderie, défit le lit et ausculta le parquet. « Vous pensez vraiment que vous allez trouver les perles ici ?» demanda M. Oppelsen, sceptique. « Bien sûr, monsieur, cela tombe sous le sens. Elle n'a pas eu le temps de les sortir de la chambre. Le fait que mme Oppelsen ait si vite découvert le vol a bouleversé ses plans. Elles sont ici, dans l'ombre, sans doute. Une des femmes les a cachées ici, et il est fort probable que la femme de chambre l'ait fait. »« Plus qu'improbable, impossible, » décréta Poirot. « Hein ?» fit l'inspecteur en écarquillant les yeux. Poirot sourit modeste. « Je vais vous en faire la démonstration. Hastings, mon bel ami, veuillez tenir ma montre. Avec soin, je vous prie. C'est une réplique de famille. Je viens de chronométrer les mouvements de mademoiselle Célestine. Sa première absence a été de 12 secondes, la seconde de 15. Observez maintenant mes faits et gestes. Madame aura la gentillesse de me confier la clé du coffret à bijoux ? Merci. Mon ami Hastings aura la gentillesse de me dire « Allez-y. » « Allez-y, dis-je. » Avec une rapidité presque incroyable, Poirot arracha le tiroir de la coiffeuse, empoigna le coffret à bijoux, enfonça la clé dans la serrure, ouvrit le coffret, choisit un collier, referma le coffret à clé et le replaça dans le tiroir qu'il repoussa. « Eh bien, mon ami, » s'enquit-il à bout de souffle. « 46 secondes, répondis-je. Vous voyez bien, la femme de chambre n'aurait pas eu le temps de prendre le collier, encore moins de le cacher. »« Eh bien, voilà qui règle la question de cette fille, » se réjouit l'inspecteur qui retourna à ses recherches et passa dans la chambre de bonne. Le front plissé, Poirot réfléchissait. Soudain, il lança une question à M. Oppelsen. « Ce collier, il était sans nul doute assuré. » M. Oppelsen parut quelque peu désarçonné. Oui, hésita-t-il, oui, bien sûr.
Mais qu'est-ce que cela peut bien faire, coupa madame Oppelsen en pleurant. C'est mon collier que je veux. Il était unique. Aucune somme ne pourrait le remplacer. Je comprends, madame, dit Poirot avec douceur. Je comprends et je compatis. Chez les représentants du beau sexe, le sentiment prime tout. N'est-il pas vrai? Mais monsieur votre époux, dont la sensibilité n'est pas aussi aiguisée, y trouvera sans nul doute une légère consolation. Bien sûr, fit M. Oppelsen, mal à l'aise néanmoins. Il fut interrompu par un cri de triomphe, et l'inspecteur revint dans la chambre, balançant un collier au bout de ses doigts. Avec un sanglot, madame Oppelsen s'arracha à son fauteuil. C'était une autre femme. « Oh, mon collier !» balbutia-t-elle, en le plaquant des deux mains contre sa poitrine. « Où était-il » demanda Oppelsen. « Dans le lit de la bonne, entre les ressorts du sommier métallique. Elle doit l'avoir subtilisé et caché avant l'arrivée de la femme de chambre. »« Vous permettez, madame » murmura Poirot. Il prit le collier qu'il examina attentivement avant de le rendre avec un profond salut. « Je crains, madame, qu'il vous faille nous le confier pour quelque temps, dit l'inspecteur. Nous en aurons besoin pour l'accusation, mais il vous sera restitué aussitôt que possible. Monsieur Oppelsen se rembrunit. Est-ce indispensable? Elle la suit, monsieur, mais ce n'est qu'une formalité. Oh, laissez-le le garder, Ed, s'écria sa femme. Je me sentirai plus tranquille comme cela. Je ne pourrais pas fermer l'œil à l'idée que quelqu'un ose encore essayer de me le voler. Quel monstre, cette fille! Je n'aurais jamais cru ça d'elle, Allons, ma chère amie, calmez-vous. Je sentis qu'on me tirait doucement par le bras. C'était Poirot. Si nous nous éclipsions, mon ami, je crois que personne ici n'a plus besoin de nos services. Et à mon intense surprise, il déclara: j'aimerais assez jeter un coup d'œil à l'appartement voisin. La porte n'étant pas fermée à clé, nous pénétrâmes dans une vaste chambre inoccupée. De longues couches de poussière s'étalaient partout, et mon délicat ami grimaça tandis qu'il promenait son doigt autour d'une marque rectangulaire sur la table placée près de la fenêtre. Le service laissa désirer, marmonna-t-il, tout en regardant machinalement par le carreau plongé qu'il était dans ses réflexions. Eh bien, m'impatientai-je. Que diable sommes-nous venus faire ici? Poirot sursauta. Je vous demande pardon, mon bon ami. Je souhaitais vérifier que le verrou était réellement mis de ce côté-ci aussi. Il est bel et bien mis, dis-je en regardant la porte qui communiquait avec l'appartement que nous venions de quitter. Poirot hocha la tête, l'esprit ailleurs. Il semblait toujours réfléchir. D'ailleurs, poursuivis-je, quelle importance, l'affaire est réglée. J'aurais souhaité que vous ayez une meilleure occasion de vous distinguer, mais c'était le genre de problème où même un parfait imbécile comme cet inspecteur ne pouvait se fourvoyer. Le problème n'est pas résolu, mon ami. Il ne le sera pas tant que nous n'aurons pas découvert qui a volé les perles. Mais c'est la bonne. Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille? Mais bon sang, bégayai-je. On les a retrouvées dans son sommier. Taratata, dit Poirot. Ce n'étaient pas les vraies perles. Quoi? Il s'agissait d'imitation, mon bon ami. Cette déclaration me coupa le souffle. Poirot, quant à lui, souriait benoîtement. Notre brave inspecteur n'y connaît manifestement rien en bijoux. Mais tout ceci ne va pas tarder à faire un joli tapage. Venez, m'écriai-je en lui empoignant le bras. Il faut tout de suite prévenir les Oppelsen. Ce n'est pas mon avis. Et cette pauvre femme, comme vous l'appelez, passera une bien meilleure nuit si elle croit son collier en lieu sûr. Mais le voleur peut s'enfuir avec. Comme d'habitude, mon bon, vous parlez sans réfléchir. Comment pouvez-vous être sûr que les perles si soigneusement enfermées ce soir par madame Oppelsen n'étaient pas les fausses, et que le véritable vol n'a pas eu lieu à une date antérieure? Médusé, je demeurai sans voix. Eh oui, s'épanouit Poirot, comme vous dites, mon bon. Nous recommençons tout. Il me tira hors de la chambre, parut un instant réfléchir, puis se dirigea vers l'extrémité du corridor, et ne s'arrêta qu'à la porte du réduit, qui servait de lieu de ralliement aux valets et aux femmes de chambre de divers étages.
Notre femme de chambre y recevait présentement sa cour, aux membres de laquelle elle contait ses mésaventures avec force détail. Elle s'interrompit au beau milieu d'une phrase et Poirot s'inclina avec sa politesse accoutumée. « Mille pardons de vous déranger, mais je vous saurai infiniment gré de vouloir m'ouvrir la chambre de M. Opalsen. » La jeune femme ne se fit pas prier, et nous reprîmes à sa suite le corridor en sens inverse. L'appartement de M. Opalsen faisait face à celui de son épouse. La femme de chambre nous en ouvrit la porte avec son passe-partout. Nous entrâmes, et elle s'apprêtait à s'éclipser quand Poirot la retint. « Un instant, n'auriez-vous pas remarqué, parmi les affaires de M. Opalsen, une carte de ce type ?» Il lui tendit une carte de visite vierge, assez fortement glacée et d'aspect inhabituel. Elle la prit et l'examina attentivement. « Non, monsieur, je ne crois pas, mais de toute façon, le valet a plus à faire que moi avec les chambres des messieurs. »« Bien sûr, merci. » Poirot rempocha la carte. La femme prit congé. Mon ami parut alors réfléchir. Puis il secoua la tête. « Sonnez, je vous prie, Hastings. 3 coups pour le valet. » J'obéis, dévoré par la curiosité. Pendant ce temps, Poirot avait déversé la corbeille à papier sur le parquet et en inventorié rapidement le contenu. Le valet ne tarda pas à répondre à mon coup de sonnette. Poirot posa la même question et lui tendit la carte pour qu'il l'examinât, mais sa réponse fut identique. Il n'avait jamais vu de carte de cette qualité, un peu particulière parmi les affaires de M. Opalsen. Poirot le remercia et il se retira à regret, jetant un regard inquisiteur sur la corbeille à papier vidée de ses détritus qui jonchaient le sol. Rien n'aurait pu l'empêcher d'entendre la remarque de Poirot, tandis qu'il faisait une boule des papiers déchirés. Et le collier était fortement assuré. « Poirot !» m'écriai-je tout surpris. « Vous n'avez rien compris, mon bon ami, » répliqua Poirot. « Rien du tout, comme d'habitude. C'est incroyable, mais c'est comme ça. » Regagnons nos pénates. Nous parcourûmes les corridors en silence. Une fois dans notre chambre, j'eus la surprise de voir Poirot changer prestement de vêtements. « Je pars pour Londres, » m'expliqua-t-il. « C'est impératif. »« Quoi ?» ?»« Eh oui, le vrai travail, celui du cerveau, ces braves petites cellules grises, est accompli. Je vais chercher la confirmation de ma thèse. J'y arriverai. Il n'est pas né celui qui parviendra à abuser Hercule Poirot. Un de ces jours, vous finirez bien par tomber sur un bec, grinçai-je, exaspéré par sa vanité. Ne vous fâchez pas, je vous en conjure, mon bon. Je compte sur vous, sur votre amitié, pour me rendre un service. Mais bien sûr, m'empressai-je d'acquiescer, plutôt honteux de mon mouvement d'humeur. Qu'attendez-vous de moi? La manche du veston que je viens d'ôter, pouvez-vous la brosser? Voyez, mon bon, un peu de poudre blanche y adhère. Je gage que vous avez observé le rapide mouvement effectué par mon doigt autour du tiroir de la coiffeuse. Non. Vous gagnerez à mieux observer mes faits et gestes, mon ami. J'ai ainsi récolté un peu de poudre au bout de mon index. Un tantinet surexcité, j'en conviens. J'ai essuyé le dit index sur ma manche. C'est là une inadvertance que je déplore et qui est contraire à tous mes principes. Mais qu'est-ce que c'était que cette poudre? Lançai-je, un peu soucieux d'entendre un cours magistral sur les principes de Poirot. Pas le poison de Borgia, railla Poirot. Votre imagination s'emballe, à mon avis, il s'agit de talc. De talc? De stéatite, si vous préférez. Les ébénistes l'utilisent pour améliorer le coulissement des tiroirs. Je ne pus m'empêcher de rire de bon cœur. Espèce de vieux farceur, moi qui croyais que vous alliez en venir à quelque chose d'excitant. Au revoir, mon ami, je me sauve. La porte se referma sur lui. Avec un sourire, mi-tendre, mi-moqueur, je pris son veston d'une main et empoignai la brosse de l'autre. Le lendemain matin, sans nouvelles de Poirot, je sortis faire un tour, rencontrai quelques amis et déjeuner à leur hôtel. L'après-midi, nous partîmes en randonnée. Une crevaison nous retarda, et il était 8 heures passées, lorsque je regagnai le métropole. La première personne que j'aperçus en entrant fut Poirot,
qui me parut encore plus fluet que nature, puisqu'il était en sandwich entre les Opelsen, mais qui rayonnait de satisfaction béate. « Hastings, mon ami » s'écria-t-il en se précipitant à ma rencontre. « Dans mes bras, mon bon. Tout s'est passé dans le mieux du monde. Dieu merci, l'étreinte annoncée n'était que clause de style, mais avec Poirot, le pire reste toujours à craindre. Vous avez vraiment, commençai-je. Fantastique, le mot n'est pas trop fort, roucoula Madame Opelsen, dont la face lunaire se fendait en sourire d'extase. Ne vous avais-je pas dit, Ed, que s'il ne parvenait pas à me retrouver mes perles, personne n'y parviendrait jamais. Si, ma chère, et vous aviez raison. Je lançai à Poirot un regard de détresse, auquel il répondit aussitôt. Mon ami Hastings se sent quelque peu laissé en carafe, comme on dit en France. Asseyez-vous, mon bon. Et je vais vous conter, par le menu, toute cette affaire qui s'est si bien terminée. Terminée? Bien sûr, ils sont arrêtés. Qui ça, ils? Le valet et la femme de chambre, parbleu. Vous ne les avez pas soupçonnés, même après mon allusion à la stéatite? Vous m'avez dit qu'elle était utilisée par les ébénistes pour améliorer le coulissement des tiroirs, en effet. Or, quelqu'un souhaitait que les tiroirs coulissent sans bruit. Qui cela pouvait-il être? Uniquement la femme de chambre. Le plan était si ingénieux qu'il ne sautait pas tout de suite aux yeux, même à ceux d'Hercule Poirot. Voici comment le coup fut mené à bien. Le valet attendait derrière la porte, dans la chambre inoccupée. La bonne Française quitte la pièce. Rapide comme l'éclair, la femme de chambre ouvre le tiroir, s'empare du coffret à bijoux en tirant le verrou, le passe à son complice. Le valet l'ouvre tranquillement à l'aide d'un double de la clé qu'il s'est procuré, sort le collier et attend la suite. Célestine s'absente à nouveau et psite, le coffret réintègre la chambre et son tiroir. Madame arrive, le vol est découvert, la femme de chambre exige d'être fouillée avec de grandes protestations de vertu outragée et quitte enfin l'appartement, sa réputation intacte. La copie du collier dont il s'était muni avait été dissimulée le matin par la femme de chambre dans le sommier de la Française. Un coup de maître, ça. Mais qu'êtes-vous allé faire à Londres? Vous vous rappelez la carte? Évidemment, cela m'a intrigué et m'intrigue toujours. J'hésitais et jetai un regard au coin à M. Opelsen. Poirot rit de bon cœur. C'était une blague et un coup fourré à l'intention du valet. La carte était de celles qui ont subi une préparation spéciale destinée à obtenir des empreintes digitales parfaites. Je me suis rendu tout droit à Scotland Yard, où j'ai tout narré à notre vieil ami l'inspecteur Japp. Comme je le soupçonnais, les empreintes étaient celles de 2 montes en l'air recherchés par la police. Japp est revenu ici avec moi. Les voleurs ont été appréhendés et les perles retrouvées en possession du valet. Ils étaient malins, ces deux-là. Ils possédaient de la méthode, mais ils en manquaient de rigueur. Ne vous ai-je pas dit au moins 36 fois, Hastings, que sans la rigueur... Au moins 36 000 fois, l'interrompis-je, mais où leur rigueur s'était-elle relâchée? Mon ami, c'est une bonne méthode que de prendre une place de femme de chambre ou de valet, mais il ne faut pas négliger son travail. Ils ont laissé une chambre inoccupée noyée sous la poussière, et c'est ainsi que le prétendu valet a posé le coffret à bijoux sur la petite table entre la fenêtre et la porte de communication. L'empreinte du coffret a laissé une marque rectangulaire. « Mais oui, je m'en souviens, m'écriai-je. Avant, je n'étais pas sûr. Là, j'ai su. » Il y eut un moment de silence. « Et moi, j'ai trouvé mes perles, psalmodia Madame Opelsen, tel un cœur antique. »« Tout est bien qui finit bien, dis-je, et je crois que je ne ferai pas mal d'aller dîner. » Poirot vint me tenir compagnie. « Toute cette affaire va encore ajouter à votre gloire, fis-je observer. »« Pas le moins du monde, rétorqua Poirot. Japp et l'inspecteur local vont s'en partager le mérite. Mais, il tapota sa poche, j'ai ici un chèque de M. Opelsen et, comment dire mon ami, ce week-end ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourquoi ne
Reviendrions-nous pas la semaine prochaine? À mes frais cette fois. Fin. L'histoire s'intitule Vol d'1 million de dollars de bons. Le nombre de vols de valeurs qui ont eu lieu ces temps-ci est fantastique, observai-je un matin en repoussant le journal. Poirot, abandonnons donc le plaisir de la découverte pour nous occuper du crime. Vous avez lu le dernier coup? Les bons Liberty, d'une valeur d'1 million de dollars que la Banque de Londres et d'Écosse envoyait à New York, ont disparu d'une manière effarante à bord de l'Olympia. Si ce n'était le mal de mer et la difficulté de pratiquer pour le combattre la méthode si parfaite de Laverguier pendant la traversée de l'Atlantique, je serais ravi de voyager à bord d'un de ces grands paquebots, soupira Poirot d'un air rêveur. Assurément, répondis-je avec enthousiasme. Certains d'entre eux doivent être de parfaits palaces avec leurs piscines, leurs salons, leurs restaurants. Vraiment, il doit être difficile de réaliser qu'on se trouve en mer. Une jeune lady désire vous voir, monsieur Poirot. Voici sa carte. Le Bristol portait l'inscription Miss Esme Farquhar. Et Poirot, après avoir plongé sous la table, pour y piocher une miette égarée qu'il mit soigneusement dans la corbeille à papier, fit signe à la logeuse de laisser entrer la visiteuse. 1 minute plus tard, une des plus charmantes jeunes filles que j'ai vues fut introduite dans la pièce. Environ 25 ans, de grands yeux marrons et une silhouette parfaite. Elle était vêtue avec élégance et témoignait des manières agréables. « Asseyez-vous, je vous prie, miss. Je vous présente le capitaine Hastings, qui m'aide dans mes petits problèmes. »« J'ai peur que ce ne soit un gros problème que je vous apporte aujourd'hui, monsieur Poirot, » répondit la jeune femme, m'adressant un gracieux signe de tête alors qu'elle s'asseyait. « Il est probable que vous en avez entendu parler dans les journaux. Je fais allusion au vol des bons Liberty sur l'Olympia. » Le visage de Poirot dut exprimer de l'étonnement, car elle poursuivit vivement. « Vous vous demandez sans doute quelle relation j'ai avec un aussi important établissement que la Banque de Londres et d'Écosse. Dans un sens, aucune. Dans l'autre, une majeure. Monsieur Poirot, je suis fiancé à monsieur Philippe Ridgway. » Ah, et monsieur Philippe Ridgway était préposé à la garde des bons lorsqu'ils furent volés. Naturellement, aucune faute ne peut lui être imputée de toute façon. Il n'est pour rien dans l'affaire. Néanmoins, cette histoire lui fait presque perdre la raison. Et je sais que son oncle a dû reconnaître que Philippe les avait en sa possession au moment du vol. C'est un coup terrible pour sa carrière. Qui est son oncle? Monsieur Vavasour, co-directeur général de la Banque de Londres et d'Écosse. Supposons, Miss Farquhar, que vous me racontiez toute l'histoire. Très bien, comme vous le savez, la banque désirait étendre son crédit en Amérique, et pour cela, décida d'envoyer 1 million de dollars en bons Liberty. Monsieur Vavasour choisit comme messager son neveu, qui, depuis plusieurs années, occupe dans la banque un poste de confiance et qui, de plus, était au courant de tous les détails concernant les rapports entre la banque et New York. L'Olympia leva l'ancre de Liverpool le 23, et les bons furent remis à Philippe le matin même, en main propre, par M. Vavasour et M. Shaw, les 2 directeurs de la banque. Les bons comptés, empaquetés et scellés en sa présence. Philippe les enferma dans sa malle. Une malle munie d'une serrure ordinaire? Non, M. Shaw avait insisté pour qu'un système spécial y fût adapté, par Hobbs. Philippe, comme je vous l'ai dit, plaça le paquet dans le fond de sa malle, où il fut volé juste quelques heures avant l'arrivée à New York. Une fouille rigoureuse du paquebot ne donna aucun résultat. Les bons semblaient s'être littéralement évaporés dans l'air. Poirot eut une grimace. Mais ils ne disparurent pas, car, à ce que je comprends, ils ont été vendus par petits paquets, dans la demi-heure qui a suivi l'entrée de l'Olympia dans le port. Eh bien, il va falloir sans doute que je voie M. Ridgway. J'allais vous suggérer de venir déjeuner au Cheshire Cheese. Philippe m'y attend, mais il ne sait pas encore que je vous ai consulté en son nom. Nous acceptâmes et prîmes un taxi pour nous rendre au lieu du rendez-vous. Philippe Ridgway s'y trouvait déjà et eut un geste de surprise en voyant sa fiancée apparaître en compagnie de 2 inconnus. Grand et mince, élégant, Ridgway avait une touche de gris aux tempes
bien que son âge ne dût pas atteindre la trentaine. Miss Farquhar s'avança vers lui et posa la main sur son bras. « Pardonnez-moi d'avoir agi sans vous consulter, Philippe. Permettez-moi de vous présenter M. Hercule Poirot, dont vous avez sûrement entendu parler, et son ami, le capitaine Hastings. » Ridgway nous salua sans songer à masquer sa surprise. « Bien sûr, j'ai entendu parler de vous, Monsieur Poirot, mais je ne savais pas qu'Esmé songeait à vous consulter au sujet de notre problème. » « J'avais peur que vous refusiez de me laisser faire, Philippe, » expliqua Miss Farquhar avec douceur. Il sourit. « J'espère que Monsieur Poirot pourra éclaircir cette extraordinaire énigme, car je confesse franchement que je deviens presque fou d'anxiété à ce sujet. » En fait, son visage paraissait crispé et ne montrait que trop clairement le souci qui le rongeait. « Voyons, dit Poirot, mettons-nous à table et, tout en déjeunant, nous pourrons conférer et voir ce qu'il est possible de tenter. Je veux que M. Ridgway me raconte son histoire lui-même. » Tandis que nous dégustions l'excellent steak et kidney pudding de l'établissement, Philip Ridgway narra les circonstances précédant la disparition des bons. Son récit correspondait à celui de Miss Farquhar. Lorsqu'il eut terminé, Poirot posa sa première question. « Qu'est-ce qui vous a amené à découvrir que les bons avaient été volés, Monsieur Ridgway ?» L'interpellé eut un ricanement amer. « Cela me sauta aux yeux, Monsieur Poirot. Je n'aurais pu me méprendre. Ma malle de cabine était à demi tirée dessous la couchette où je l'avais placée, et sa serrure portait des marques prouvant qu'on avait essayé de la forcer. Mais j'aurais cru comprendre qu'elle avait été ouverte avec une clé. C'est exact. On a d'abord essayé de l'ouvrir avec la force, mais en vain. À la fin, on a dû employer un autre moyen. »« Curieux, » murmura Poirot, dont les yeux commençaient à refléter cette lueur verte que je connaissais si bien. « Très curieux. Les voleurs perdent un temps considérable à essayer de forcer la serrure et puis, sapristi, ils découvrent qu'ils détenaient la clé. Pendant tout ce temps, car chaque serrure venant de chez Hubbs est unique. C'est bien pour cela qu'ils ne pouvaient pas être en possession de la clé. Elle ne m'a jamais quitté, de jour ou de nuit. En êtes-vous sûr? Certain. Et de plus, s'il l'avait eu, ou son double, pourquoi aurait-il perdu des minutes précieuses à essayer de forcer une serrure impossible à ouvrir de cette façon? C'est exactement là la question que nous nous posons. Je me permets de prophétiser que la solution, si nous la trouvons jamais, tourne autour de ce fait curieux et paradoxal. Je vous prie de ne pas m'en vouloir de vous poser cette dernière question. Êtes-vous absolument certain de n'avoir jamais laissé la malle non verrouillée? Philip Ridgway se contenta de le regarder et Poirot eut un geste d'excuse. Ces choses peuvent arriver, je vous assure. Bien. Les bons furent donc volés. Qu'en a fait le voleur? Comment est-il parvenu à descendre à terre en les emportant? Comment? Je ne sais pas. Les autorités douanières, aussitôt informées, ont passé au peigne fin chaque voyageur à son arrivée à New York. Et les bons, j'imagine, formaient un paquet volumineux. Certainement, ils auraient pu difficilement être dissimulés à bord du navire. Et de toute façon, nous savons que cela n'est pas, car ils apparurent sur le marché dans la demi-heure qui suivit l'arrivée de l'Olympia. Longtemps avant que je n'en communique les numéros par télégraphe. Un courtier affirme qu'il en a acheté alors que l'Olympia n'avait pas encore accosté. Or, il n'est pas possible d'envoyer des bons par câble télégraphique. Non, mais est-ce qu'aucun remorqueur n'a rejoint votre paquebot? Uniquement ceux des services officiels, et cela seulement après que l'alarme fut donnée. Lorsqu'on commençait déjà à fouiller partout. Je surveillais moi-même les remorqueurs, au cas où le paquet aurait été passé à quelqu'un de cette manière. Oh mon Dieu, Monsieur Poirot, cette affaire me rendra fou. On commence à murmurer que je pourrais être l'auteur du vol. Mais on vous a fouillé, vous aussi, à votre débarquement, demanda doucement Poirot. Oui. Le jeune homme le regarda intrigué. Je vois que vous ne comprenez pas ma pensée, et Poirot eut un sourire énigmatique. À présent, j'aimerais demander quelques renseignements à la banque. Ridgway sortit une carte de sa poche sur laquelle il griffonna quelques mots. Montrez ceci et mon oncle vous recevra sans délai. Poirot le remercia, salua Miss Farquhar et ensemble, nous nous rendîmes à Threadneedle Street, où se dressait la maison mère de la Banque de Londres et d'Écosse. Sur présentation de la carte de Ridgway,
Nous fûmes conduits à travers un labyrinthe de comptoirs et bureaux où s'affairait une file d'employés encaissant et déboursant. Au premier étage, les deux corps directeurs nous reçurent dans une petite pièce à usage privé. Deux gentlemen graves, vieillis au service de la banque. Monsieur Vavasour portait une courte barbe blanche. Monsieur Shaw était rasé de frais. « Si je comprends bien, vous êtes exclusivement un agent de recherche privé, » entama monsieur Vavasour. « D'accord. Nous nous sommes bien entendu placés entre les mains de Scotland Yard. L'inspecteur McNeil est chargé de l'affaire. Un policier très habile, je crois. »« J'en suis sûr, » répondit poliment Poirot. « Me permettez-vous de vous poser quelques questions au nom de votre neveu ? À propos de cette serrure, vous l'avez commandée chez Hobbs ? » ?»« Je m'en suis chargé moi-même, » intervint M. Shaw. « Je n'aurais confié cette mission à personne. Quant aux clés, M. Ridgway en avait une, et les deux autres sont à la garde de mon collègue et de moi-même. Et il n'aurait pas été possible qu'un employé pût s'en approcher ?» M. Shaw jeta un coup d'œil interrogatoire à son associé qui prit la parole. « Je crois pouvoir vous affirmer qu'elles sont restées dans le coffre où nous les avons placées le 23. Mon collègue fut malheureusement malade il y a 15 jours. En fait, le jour même où Philippe nous quitta, il vient seulement de se rétablir. Une sévère bronchite, n'est-ce pas une plaisanterie pour un homme de mon âge ?» expliqua l'intéressé d'un ton lugubre. « Mais j'ai peur que M. Vavasour n'ait souffert de surplus de travail, qu'imposa mon absence, surtout avec ce gros ennui imprévu. » Poirot posa quelques questions supplémentaires. Je soupçonnai qu'il désirait mesurer le degré d'intimité existant entre l'oncle et le neveu. Les réponses de M. Vavasour furent brèves et précises. Son neveu était un employé de confiance, n'ayant à sa connaissance ni dette ni difficulté d'argent. On lui avait confié auparavant des missions identiques. Finalement, nous fûmes poliment congédiés. « Je suis déçu, » remarqua Poirot, alors que nous nous retrouvions dans la rue. « Vous espériez découvrir plus ? Ce sont des vieillards tellement balourds. »« Ce n'est pas leur air balourd qui me déçoit, mon ami. Je n'espère pas trouver en un directeur de banque un financier alerte à l'œil perçant, comme le dépeignent vos romanciers favoris. Non, c'est l'affaire qui me déçoit, c'est trop facile. »« Facile ? Oui, ne la trouvez-vous pas d'une simplicité presque enfantine ? Vous savez qui a volé les bons ? Je le sais. Mais alors, nous devons... Pourquoi ? Ne vous embrouillez pas et ne vous agitez pas, Hastings. Nous allons rien entreprendre pour le moment. Mais pourquoi ? Qu'entendons-nous ? L'Olympia. Il doit revenir de son voyage à New York, mardi prochain. Mais si vous savez qui a volé les bons, pourquoi l'embiner ? Il peut s'échapper. Vers une île des mers du Sud où l'extradition ne s'applique pas ? Non, mon ami, il trouverait la vie peu agréable. Quant à la raison pour laquelle j'attends, eh bien disons que pour l'intelligence d'Hercule Poirot, l'histoire est parfaitement claire, mais que pour d'autres personnes moins heureusement douées par le bon Dieu, l'inspecteur McNeil par exemple, il serait bon de poursuivre l'enquête afin de trouver les preuves corroborant les faits. Il faut avoir de l'indulgence pour ceux qui sont moins favorisés que soi. Grand Dieu, Poirot, savez-vous que je donnerais une somme d'argent considérable pour vous voir agir d'une manière stupide rien qu'une fois. Vous êtes d'une telle vanité. N'enragez pas, Hastings. En vérité, je remarque qu'il y a des moments où vous me détestez presque. Hélas, je souffre des conséquences de ma propre grandeur. Le petit homme bomba le torse et soupira de manière si comique que je fus forcé de rire. Le mardi suivant, nous étions confortablement installés dans un compartiment de première classe du train nous menant à Liverpool. Poirot avait obstinément refusé de m'éclairer sur ses soupçons ou incertitudes. Il se contentait d'exprimer son étonnement en constatant que je n'étais pas, comme lui, au courant de la situation. Je dédaignais de discuter et dissimuler ma curiosité derrière un rempart d'indifférence calculée. Arrivé au port, face au grand paquebot transatlantique, Poirot se montra actif. Il interrogea successivement 4 garçons de bord, s'informant d'un ami qui avait dû voyager sur le navire lors de sa dernière traversée vers New York, le 23, un gentleman d'un certain âge portant des lunettes, grand, invalide, bougeant à peine de sa cabine. La description parut correspondre à un monsieur Ventnor, qui avait occupé la cabine C-24
voisine de celle de Philippe Ridgway. Bien qu'incapable de deviner comment Poirot découvrit l'existence de la présence de M. Ventnor sur le bateau, j'étais très intéressé. « Dites-moi, interrompis-je, ce gentleman fut-il l'un des premiers à descendre à terre à son arrivée à New York ?»« Pas du tout, monsieur, il fut au contraire l'un des derniers. » Je battis en retraite, déconfit, et observai Poirot qui me grimaça un sourire. Il remercia le garçon, lui glissa un billet, et nous repartîmes. Tout ça bien beau, remarquai-je avec emportement, et vous pouvez ricaner tant qu'il vous plaira, mais cette dernière réponse a dû détruire toute votre précieuse théorie. Comme toujours, vous ne voyez rien, Hastings. Cette dernière réponse affirme au contraire le succès de ma théorie. Je levai les mains au ciel en signe de désespoir. J'abandonne. Dans le train, nous ramenant à Londres, Poirot se concentra un moment pour écrire un billet qu'il glissa dans une enveloppe. Ceci est pour l'inspecteur McNeil. Nous le déposons à Scotland Yard en passant. Puis nous irons directement au restaurant Cheshire Cheese, où j'ai prié Miss Farquhar de nous faire l'honneur de dîner avec nous. Et Ridgway? Eh bien, demanda Poirot avec une lueur de malice dans le regard. Mais sûrement, vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas. L'incohérence devient chez vous une habitude, Hastings. J'ai pensé précisément que si Ridgway avait été le voleur, ce qui était parfaitement possible, l'affaire aurait été délicate. Un beau travail. Mais pas aussi délicate pour Miss Farquhar. Vous avez probablement raison. Donc, tout est pour le mieux. À présent, Hastings, revoyons l'histoire. Je sens que vous en mourrez d'impatience. Le paquet scellé est retiré de la malle et s'évapore, suivant l'expression de Miss Farquhar. Nous écarterons la théorie de l'évaporation que condamne la science de notre époque, pour considérer ce qu'en réalité il a pu devenir. Tout le monde refuse de croire qu'il a été passé en fraude. Oui, mais nous savons. Vous peut-être, mais pas moi, Hastings. Je considère que puisque ce n'était pas possible, ce fut impossible. Il reste alors deux moyens valables. Ou l'on a caché le paquet à bord, également difficile, il me semble, ou on l'a jeté par-dessus bord. Avec flotteur, vous voulez dire? Sans flotteur. Je le regardai ahuri. Mais si les bons avaient été jetés par-dessus bord, ils n'auraient pas pu être vendus à New York. J'admire votre esprit logique, Hastings. Les bons étant vendus à New York, il nous faut éliminer cette possibilité. Voyez-vous où cela nous mène? Au point de départ où nous étions. Jamais de la vie. Si le paquet a été balancé par-dessus bord et les bons vendus à New York, le dit paquet ne pouvait contenir les bons. Possédons-nous la certitude que le paquet contenait bien les bons? Souvenez-vous, M. Ridgway ne l'ouvrit jamais à partir du moment où il lui fut confié en main propre à Londres. Oui, mais à ce moment-là, permettez-moi de continuer. Le dernier instant, on les a vus, c'est bon. Ils étaient encore dans le bureau de banque de Londres et d'Écosse, le matin du 23. Ils réapparaissent ensuite à New York, une demi-heure après que l'Olympia y arrive, et suivant un homme que personne n'écoute, avant même son arrivée. Supposons qu'ils ne se trouvèrent jamais sur l'Olympia. Pouvaient-ils parvenir à New York par quelque autre moyen? Oui, le Gigantic quitte Southampton le même jour que l'Olympia et bat le record de l'Atlantique. Expédié par le Gigantic, les bons arriveraient en Amérique un jour plus tôt. Dès lors, tout est clair, et l'affaire commence à s'expliquer. Le paquet scellé n'est qu'un faux, et sa substitution doit se produire dans le bureau de la banque à Londres. Il aurait été facile pour n'importe lequel des trois hommes présents d'avoir préparé un paquet exactement semblable, pouvant passer pour l'original. Très bien, les bons sont envoyés à un complice à New York avec l'ordre de vendre dès que l'Olympia arrivera au port. Mais quelqu'un doit voyager à bord de l'Olympia pour déclencher le prétendu vol. Mais pourquoi? Parce que Ridgway n'aurait eu qu'à ouvrir le paquet et découvrir qu'il s'agissait d'un faux, et que les soupçons pèsent directement sur Londres. Non, l'homme à bord dans la cabine voisine de celle de Ridgway fait son travail, prétend forcer la serrure d'une manière flagrante afin d'attirer immédiatement l'attention sur un hypothétique voleur de rencontre et ouvre la malle avec une clé duplicata.
jette le paquet par-dessus bord et attend le dernier moment pour quitter le navire. Naturellement, il porte des lunettes pour masquer ses yeux et il est invalide, car il ne veut pas risquer de rencontrer Ridgway. Il met pied à terre à New York et revient par le premier paquebot. Mais qui? L'homme qui détenait une des 3 clés, celui qui commanda la serrure, et qui n'a nullement été victime d'une bronchite chez lui, à la campagne. Enfin, le vieillard. Balourd, Monsieur Shaw. Il existe parfois des criminels qui occupent des postes importants, mon ami. Ah, nous sommes arrivés. Miss, j'ai réussi. Vous permettez? Et radieux, Poirot posa un léger baiser sur les joues de la jeune fille étonnée. Fin. L'histoire s'intitule « Le crime de Regent's Court ». Poirot et moi avions parmi nos amis le docteur Hawker, un de nos voisins, personnalité très en vue du monde médical. Ce cher docteur avait l'habitude de venir bavarder avec Poirot après le dîner. Un soir, du début de juin, il arriva vers 8h30 et entama immédiatement une discussion sur la fréquence des empoisonnements par l'arsenic. Il y avait à peine un quart d'heure qu'il était là, lorsque la porte de notre salon s'ouvrit brusquement, et une femme, qui paraissait affolée, se précipita au milieu de la pièce. « Oh, docteur, on vous demande !» Je reconnus vite la femme de chambre du docteur Hawker, Miss Ryder. Le docteur était célibataire et habitait une vieille maison à quelques mètres de la nôtre. Miss Ryder, habituellement calme et réservée, était en ce moment complètement bouleversée. « Mon Dieu, Miss Ryder, qu'y a-t-il ?»« Le téléphone, docteur. » J'ai répondu et une voix disait « Au secours !» Alors j'ai demandé « Qui parle ?» On m'a répondu, mais ce n'était plus qu'un souffle de voix. Je ne compris que « Foscatine », quelque chose comme cela. « Regent's Court ». Le docteur ne put contenir sa surprise. Le comte Foscatini a un appartement à Regent's Court. Il faut que j'y aille tout de suite. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Un de vos clients? Demanda Poirot. Je l'ai soigné il y a quelque temps pour une légère indisposition. C'est un Italien, mais il parle très bien anglais. Je suis obligé de vous quitter, monsieur Poirot, à moins que... Il hésita. Je devine ce que vous voulez, dit Poirot en souriant. Je serai ravi de vous accompagner. Hastings, descendez et arrêtez un taxi. Quelques secondes plus tard, nous roulions dans la direction de Regent's Court. Il y avait là un bloc de maisons récemment construites, et les appartements étaient pourvus des installations les plus perfectionnées. Il n'y avait personne dans le hall lorsque nous entrâmes. Le docteur appela l'ascenseur et questionna le groom d'une voix impatiente. « Appartement 2, comte Foscatini. Il vient d'y avoir un accident, je crois. » Le groom le fixa étonné. « Première nouvelle. Monsieur Graves, le valet de chambre du comte Foscatini, est sorti il y a à peu près une demi-heure, et il n'a rien dit. Le comte est-il seul chez lui? »« Non, 2 messieurs dînent avec lui. »« Comment sont-ils » demandai-je. « Je ne les ai pas vus moi-même, monsieur, mais je crois que ce sont des étrangers. » L'ascenseur arrivait au 2e étage, et nous nous trouvâmes juste en face du numéro 2. Le docteur sonna. Pas de réponse, et on n'entendait aucun bruit. Il résonna plusieurs fois sans obtenir aucun résultat. « Cela devient sérieux, murmura-t-il. Puis, se tournant vers le groom, « Avez-vous une clé de cette porte? Il y en a une dans le bureau du portier, en bas. Allez la chercher, et je crois aussi que vous feriez bien d'appeler la police. » Le groom revint bientôt accompagné du directeur de l'établissement. « Pourriez-vous me dire ce qu'il se passe, messieurs? »« Certainement, répondit le docteur. J'ai reçu un coup de téléphone du comte Foscatini me disant qu'il était attaqué, et il m'appelait à son secours. » Le directeur ouvrit la porte et nous entrâmes tous dans l'appartement. Nous traversâmes d'abord une antichambre. Sur la droite, une porte était ouverte. « La salle à manger, » nous dit le directeur. Le docteur Hawker entra le premier. Nous le suivions pas à pas. En pénétrant dans la pièce, je ne pus retenir une exclamation. Au milieu de la table se trouvaient les restes d'un repas. 3 chaises en avaient été écartées, comme si les occupants venaient juste de se lever. Dans un coin à droite de la cheminée, un homme était assis devant un bureau. Sa main droite tenait encore le téléphone, mais un coup frappé derrière la tête l'avait renversé sur le bureau. À côté de lui, une statuette de marbre tachée de sang à la base.
En 1 minute, le docteur comprit qu'il n'y avait plus rien à tenter. La mort a dû être instantanée, dit-il. Je me demande même comment il a pu téléphoner. Il ne faut toucher à rien avant l'arrivée de la police, surtout. Nous commençâmes à examiner chaque pièce de l'appartement, mais il n'y avait personne. Lorsque nous revînmes à la salle à manger, Poirot, qui ne nous avait pas suivis, était en train d'étudier avec une grande attention le centre de la table. Un vase de roses le décorait. Il y restait un compotier de fruits, mais les 3 assiettes à dessert étaient propres. Sur 3 tasses à café, 2 portaient des traces de café noir et l'autre de café crème. Les 3 hommes avaient bu du marc, car le carafon était à moitié plein. L'un d'eux avait fumé un cigare, les 2 autres des cigarettes. Je remarquai tous ces faits, mais fus obligé de reconnaître qu'ils ne m'éclairaient pas dans la situation. J'étais curieux de savoir ce que Poirot pouvait bien y chercher pour être si absorbé. Je le lui demandai. « Mon ami, répliqua-t-il, vous n'y comprenez rien. Je cherche quelque chose que je ne vois pas. »« Quoi ?»« Une faute, une petite faute même, commise par l'assassin. » Il alla dans la cuisine, tourna la tête de tous côtés, mais ne parut pas avoir trouvé ce qu'il cherchait. « Monsieur, dit-il au directeur, voulez-vous avoir l'obligeance de m'expliquer comment on sert les repas ici ? » « Ceci est le monte-charge, voyez-vous, expliqua-t-il. Il fonctionne depuis la cuisine jusqu'au dernier étage de la maison. Vous commandez par téléphone et on vous envoie les plats. Par le monte-charge, les uns après les autres. La vaisselle sale est redescendue par le même système. Ainsi, vous n'avez aucun souci, et c'est plus agréable que dîner tous les jours dans un restaurant. Poirot approuva. Ainsi, les assiettes et les plats qui ont servi ici ce soir sont à la cuisine maintenant. Puis-je descendre ? Oh, certainement. Roberts, le garçon, va vous y conduire. Ensemble, nous visitâmes les cuisines et nous questionnâmes l'homme qui avait pris l'ordre de l'appartement numéro 2. L'ordre fut donné pour 3, d'après la carte, expliqua-t-il. Soupe julienne, filet de sole normande, tourne d'eau, soufflé de riz. À quelle heure ? Environ 8 heures, dit-il. Je crains que la vaisselle ne soit lavée maintenant. Vous pensiez trouver des empreintes digitales, je suppose ? Pas précisément, dit Poirot, avec un sourire énigmatique. Je serais beaucoup plus intéressé par l'appétit du comte et des invités. Mais il m'est impossible de vous dire exactement quelle quantité ils ont consommé. Toutes les assiettes étaient sales et les plats vides, excepté celui du soufflé au riz. Il en restait beaucoup. Ah ah, dit Poirot d'un air satisfait. Comme nous remontions à l'appartement, Poirot me murmura à l'oreille. Nous avons affaire à un homme méticuleux. Parlez-vous de l'assassin ou du comte ? Le comte était sans aucun doute un homme soigneux. Après avoir appelé au secours, il raccrocha le téléphone. Je fixai Poirot, étonné. « Vous supposez qu'il est mort empoisonné ?» murmurai-je. « Le coup sur la tête n'aurait été qu'un simulacre. » Poirot sourit finalement. L'inspecteur et les 2 policiers étaient arrivés. Lorsque nous fûmes de retour, Poirot eut besoin de se recommander de son ami l'inspecteur Japp de Scotland Yard pour qu'il nous soit permis à nouveau d'entrer dans l'appartement. Heureusement que nous étions là, car 5 minutes plus tard, un homme bouleversé se précipita dans la pièce. C'était Graves, le valet de chambre du comte Frascatini. Il nous raconta que, la veille au matin, 2 messieurs avaient rendu visite à son maître. C'étaient des Italiens. Le plus vieux des 2, un homme d'une 40aine d'années, se nommait Ascanio. Le plus jeune était un élégant jeune homme de 24 à 25 ans. Le comte Frascatini attendait leur visite et, dès leur arrivée, envoya Graves faire quelques courses. À cet endroit de son récit, le valet de chambre parut hésiter. Il avoua à la fin que cette visite l'ayant intrigué, il n'avait pas obéi tout de suite à son maître et était resté pour écouter à la porte. Les 3 hommes parlaient très bas, mais il put comprendre, cependant, qu'il était question d'argent et de menaces. La discussion semblait assez aigre-douce. À la fin, le comte Frascatini éleva la voix, et Graves entendit ces mots. « Je n'ai pas le temps de discuter plus longtemps, messieurs. Si vous voulez venir dîner avec moi demain soir, nous reprendrons cette discussion. » De peur d'être découvert, Graves n'attendit pas plus longtemps. Ce soir, les 2 hommes arrivèrent à 8 heures. Durant le dîner, la conversation se roula que sur des choses insignifiantes.
Quand Graves eut apporté le café et la fine, son maître lui dit qu'il pouvait sortir. « Est-ce que cela était dans ses habitudes de vous renvoyer quand il avait des invités ?» demanda l'inspecteur. « Non, monsieur, cela me fit penser qu'il devait avoir à parler d'affaires sérieuses avec ces messieurs. » Cela termina le récit de Graves. Il sortit vers 8h30 et, ayant rencontré un ami, il alla avec lui au concert. Personne n'avait vu partir les deux hommes, mais on pouvait fixer l'heure du meurtre à 8h47. La petite pendule du bureau avait été renversée par le bras de Frascatini et s'était arrêtée à 7h, qui concordait parfaitement avec le coup de téléphone reçu par Miss Ryder. Le médecin légiste, après avoir examiné le corps, le fit porter sur le lit. « Bien, » dit l'inspecteur, en rangeant son carnet de notes. « L'affaire me paraît claire. La seule difficulté sera de mettre la main sur le signor Ascanio. Je ne pense pas que son adresse soit notée sur un carnet. » Ainsi que Poirot le jugeait, le comte Frascatini était un homme méthodique. Sur le carnet, écrit d'une main ferme, on lisait « Signor Paolo Ascanio, Grosvenor Hotel ». L'inspecteur courut au téléphone, puis se retourna vers nous. « Nous arrivons juste à temps. Ce beau monsieur allait justement partir pour le continent. »« Bien, messieurs, c'est tout ce que nous pouvons faire ici. C'est une triste affaire qui paraît assez nette. » En redescendant, le docteur Hawker semblait très surexcité. « C'est le commencement d'un roman, » dit-il. « On ne le croirait pas si on le lisait. » Poirot ne disait rien, il restait songeur, ayant à peine parlé durant la soirée. « Qu'en pense le maître détective ?» demanda le docteur Hawker, en lui frappant dans le dos. « Vous n'avez plus rien à découvrir, sans doute. »« Qu'en savez-vous ?»« Que serait-ce ?»« Eh bien, par exemple, il y a la fenêtre. »« La fenêtre ?» répondit le docteur. « Elle était fermée. »« Et par quoi avez-vous pu remarquer cela ?» Le docteur parut troublé. Poirot se hâta d'expliquer. « C'est des rideaux que je veux parler. Ils n'étaient pas tirés. C'est un peu bizarre. Puis il y a le café, du café très noir. »« Et alors ?»« Très noir, » répéta Poirot. « Souvenez-vous qu'il fut mangé très peu de soufflé au riz. »« Oui, mais je ne vois pas où vous voulez en venir, avouai-je. »« Vous ne suspectez pas le valet de chambre ? Il aurait pu faire partie de la bande et mettre du poison dans le café. Je suppose qu'on vérifiera son alibi. »« Sans doute, mon ami, mais c'est l'alibi du signor Ascanio qui m'intéresse. »« Vous pensez qu'il a un alibi ? » ?»« C'est ce qui me tracasse, mais nous aurons bientôt des éclaircissements. » Le signor Ascanio fut arrêté et accusé du meurtre du comte Frascatini. Après son arrestation, il affirma qu'il ne connaissait pas le comte et qu'il n'avait jamais été à Regent's Court, pas plus le soir du crime que le matin précédent. Le jeune homme qui, soi-disant, l'accompagnait, avait complètement disparu. Signor Ascanio était arrivé seul au Grosvenor. Venant du continent 2 jours avant le meurtre, tous les efforts pour retrouver le jeune homme demeurèrent vains. Cependant, Ascanio ne fut pas jugé. L'ambassadeur d'Italie lui-même vint déclarer à la police qu'Ascanio se trouvait avec lui à l'ambassade le soir du drame, de 8h à 9h. Le prisonnier fut donc relâché, naturellement. Beaucoup de personnes pensèrent qu'on était en présence d'un crime politique et qu'on l'étouffait volontairement. Poirot s'était beaucoup intéressé à cette affaire. Néanmoins, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il me dit un matin qu'il attendait quelqu'un à 11h et que cette personne n'était autre qu'Ascanio lui-même. « Il veut venir vous voir ?» demandai-je. « Du tout, Hastings. C'est moi qui veux lui parler. »« À quel sujet ?»« Du meurtre de Regent's Court. Vous allez lui prouver qu'il est coupable. Un homme ne peut pas être jugé 2 fois, Hastings. Essayez donc d'avoir un peu de bon sens. Ah, voilà, le coup de sonnette de notre ami. » Quelques minutes plus tard, signor Ascanio entrait. C'était un homme mince et de petite taille. Il nous lança à tous deux un regard suspect. « Monsieur Poirot ?» Mon ami l'accueillit aimablement. « Asseyez-vous, monsieur. Vous avez reçu ma lettre, n'est-ce pas ? J'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Commençons. En compagnie d'un ami, vous êtes allé voir le comte Frascatini le mardi matin. » L'Italien eut un mouvement de colère. « Jamais de la vie. Je l'ai d'ailleurs juré au tribunal. »« Je le sais, mais j'ai dans l'idée que vous avez menti. »« Vous me menacez ?
Il vaut mieux que vous soyez franc avec moi. Je ne vous demande pas ce qui vous a amené en Angleterre. Je sais déjà que vous êtes venu uniquement pour voir le comte Foscatini. Il n'était pas comte, grogna l'Italien. J'ai déjà remarqué que son nom ne figurait pas au Gotha. Je vois que vous êtes bien renseigné. Il ne me reste plus qu'à vous parler franchement. Oui, je suis allé voir Foscatini le mardi matin, mais pas le soir de sa mort. Je n'avais plus besoin de le voir. Je vais vous expliquer. Foscatini était un maître chanteur. Certains papiers concernant un homme très haut placé en Italie se trouvaient en sa possession. Il demandait une grosse somme d'argent pour les restituer. Je suis venu en Angleterre pour arranger l'affaire. J'avais rendez-vous avec lui ce mardi-là. Un jeune secrétaire d'ambassade m'accompagnait. Le comte fut beaucoup plus sociable que je ne l'avais prévu, mais la somme que je lui ai payée était énorme. Pardon, comment l'avez-vous payé cette somme? Un petit billet de banque italien. Je lui ai donné l'argent de la main à la main, et il m'a rendu les papiers. Je ne l'ai plus jamais revu. Pourquoi n'avez-vous pas dit tout cela lors de votre arrestation? J'étais dans une situation si délicate qu'il m'était impossible d'avouer connaître cet homme. Et comment alors expliquez-vous ce qui s'est passé le soir du meurtre? Tout ce que je peux penser, c'est que quelqu'un s'est présenté sous mon nom. D'après ce que j'ai compris, on n'a pas trouvé d'argent dans l'appartement. Poirot le regarda et secoua la tête. Je vous crois, signor Ascanio. Votre récit concorde presque avec ce que j'avais supposé. Mais je voulais m'en assurer. Au revoir, monsieur. Après avoir reconduit son visiteur, Poirot revint s'asseoir, en riant. Eh bien, capitaine Hastings, qu'en pensez-vous? Je suppose qu'Ascanio a raison. Quelqu'un s'est présenté sous son nom. Non, non, vous n'avez pas encore assez d'esprit. Rappelez-vous les paroles que j'ai prononcées en quittant l'appartement du mort. J'ai parlé des rideaux qui n'étaient pas tirés. Nous étions au mois de juin. Il fait encore jour à 8 heures. Le jour baisse à la demi. Ça vous dit quelque chose? Et puis le café, je l'ai dit, il était très noir. Les dents du comte Foscatini étaient merveilleusement blanches, mais le café tache les dents. Nous en concluons que le comte Foscatini n'avait pas bu de café, et cependant, il restait des traces de café dans les 3 tasses. Pourquoi donc quelqu'un aurait-il voulu faire croire que le comte Foscatini en avait bu, quand il n'en était rien? Et je secouai la tête complètement ahuri. Allons, je vais vous aider. Qu'est-ce qui me prouve que le signor Ascanio et son compagnon sont venus à l'appartement de Foscatini le soir de sa mort? Personne ne les a vus entrer. Personne ne les a vus sortir. Nous n'avons pour preuve que la présence d'une foule d'objets inanimés. Vous voulez dire? Je veux dire les couteaux, les fourchettes, les assiettes et les plats vides. Ah, mais c'est très malin. Graves est un voleur, mais un homme prévoyant. Il entend assez de la conversation le matin pour comprendre qu'il sera difficile à Ascanio de se défendre le soir suivant. Il dit à son maître qu'on le demande au téléphone. Foscatini s'assoit, prend le téléphone et pendant ce temps, Graves le frappe violemment à la tête avec la statuette de marbre. Puis, il commande de dîner pour 3. Quand les plats arrivent, il met le couvert, salit les assiettes, les couverts, etc. Mais il faut qu'il se débarrasse de la nourriture. Il n'a pas seulement de la tête, il a un fort appétit. Mais après le tourne d'eau, le soufflet de riz est trop gros pour lui. Il fume même un cigare et 2 cigarettes. Vous voyez, c'était bien combiné. Après avoir mis les aiguilles de la pendulette sur 8h47, il l'arrête et la renverse. Il a simplement oublié de tirer les rideaux. Si Foscatini avait réellement donné un dîner, les rideaux auraient été tirés une fois la nuit venue. Ensuite, il sort, dit au garçon d'ascenseur que son maître a des invités. Il se hâte vers une cabine téléphonique vers 8h47. Il appelle le docteur en imitant le cri de mort de son maître. On crut tellement en lui qu'on ne pensa jamais à demander si l'appel téléphonique venait de l'appartement 2 à cette heure-là. Il fut prouvé naturellement, comme toujours, que Poirot avait raison. Fin.